À 4h, 57 camions glissent près de la frontière togolaise, trop coordonnés pour un simple hasard. Un drone s'élève, la route se verrouille, et sous des sacs de farine et des caisses de lait surgissent fusils, grenades, roquettes, missiles, certains marqués 2023 pour une valeur annoncée de 700 millions de dollars. Pourquoi la fenêtre 3H45 4H20, suivie en direct par Ibrahim Traoré, compte-t-elle pour la sécurité de tous? Parce qu'en moins de 2 heures, des trajets convergents et des consignes fragmentées prouvent qu'une attaque peut avancer sans tirer. Cette enquête promet une chose précise: montrer comment une nation peut être attaquée sans affrontement direct par la seule maîtrise des routes, des horaires et des flux invisibles. Le bénéfice pour le lecteur est son vaste concret en 10 mots. Comprendre la méthode cachée avant qu'elle ne se réplique ailleurs. L'enjeu dépasse un fait divers spectaculaire, car il engage la capacité d'un État à détecter une menace dissimulée dans la routine logistique, avant qu'elle ne change d'axe. Derrière chaque camion se dessine un risque cumulatif. Si un réseau sait converger sans être vu, il peut se déplacer, s'adapter, puis frapper sur un autre corridor. Ce dossier pose donc une question de souveraineté opérationnelle, pas seulement de sécurité ponctuelle. Identifier les signaux faibles, relier des indices dispersés, comprendre pourquoi une synchronisation parfaite n'apparaît jamais par hasard. Voilà ce qui est en jeu. Ce que l'État apprend ici déterminera sa vitesse de réaction demain, au Burkina Faso, comme dans tout le Sahel, sous l'arbitrage politique d'Ibrahim Traoré. En moins de 2 heures après la saisie du premier camion, l'enquête change d'échelle. 57 véhicules n'ont pas le même point de départ, mais convergent avec une synchronisation qui ressemble à une manœuvre, pas à un accident. Ce basculement tient à un détail qui contredit l'intuition initiale. Là où l'on attendrait une suite d'erreurs humaines, on trouve une précision quasi militaire. Itinéraire compatible, point de contrôle lévité, consignes distribuées en fragments. Chaque chauffeur ne détient qu'une portion du trajet, jamais le plan entier. Cette fragmentation limite les fuites et empêche quiconque, sur la route, de comprendre ce qu'il sert réellement. Le contexte devient alors plus large que la simple contrebande. Les premiers indices suggèrent qu'un acteur extérieur a surtout testé une capacité, celle de l'État à repérer un réseau qui se camoufle dans une routine logistique ordinaire. La cargaison, soigneusement emballée et organisée, n'est pas seulement dangereuse par sa nature, elle est révélatrice par sa méthode. L'opération semble conçue pour ressembler au banal, tout en exploitant les failles géopolitiques du Sahel. C'est ici que la boucle ouverte au début se referme partiellement. La fenêtre 3 art 45 4 20 n'est pas un simple horaire pratique, c'est une preuve de maîtrise. Un itinéraire se devine, mais une temporalité se contrôle. Quand un réseau peut garantir un créneau libre, il réduit le hasard et transforme la sécurité en problème de synchronisation, pas seulement de barrière. Informé en temps réel, Ibrahim Traoré suit l'affaire comme une séquence stratégique. Parce que la menace réside autant dans la logique qui met les flux en mouvement que dans les caisses elles-mêmes. Pour saisir la mécanique à hauteur d'homme, il suffit d'un exemple. Lors d'une audition, un conducteur répète qu'il devait passer entre 3h45 et 4h20 sans pouvoir expliquer pourquoi. Il ne connaît ni les autres chauffeurs, ni l'origine globale du convoi. Cette ignorance, devenue règle, révèle un système. Au cœur de cette séquence, un homme sert de point d'ancrage opérationnel. Le capitaine Moussa Kaboré, responsable des gardes-frontières, dans une zone où la monotonie des contrôles cache souvent l'essentiel. Habitué aux routes secondaires et aux anomalies silencieuses, il est le premier à percevoir que ce convoi est trop ordonné pour relever d'un trafic opportuniste. Ce n'est pas l'arme qui alerte d'abord, mais la régularité. Même scellé, même compartiment, même logique d'emballage. Rien n'est laissé au hasard. Caboret agit sans bruit. Il alerte ses équipes, resserre le dispositif et décide d'intercepter avant que la colonne ne se disperse. Le premier camion s'arrête, puis un deuxième. À chaque ouverture, la signature se confirme. Les chauffeurs ne se connaissent pas, n'ont pas partagé de point de départ, et pourtant leurs trajets se rejoignent comme s'ils avaient été écrits à l'avance. L'impact est immédiat. Ce qui semblait être un contrôle de routine devient une barrière contre une crise naissante. L'effet précoce dépasse l'équipe sur le terrain. En quelques minutes, l'information remonte, les décisions se coordonnent et l'opération bascule d'un geste individuel vers une réponse étatique.
La vigilance d'un officier transforme une intuition en preuve, puis en protection collective. Cette chaîne rapide révèle une leçon centrale. La sécurité se joue souvent avant l'affrontement, dans la capacité à reconnaître une anomalie au sein du normal. L'intervention crée aussi un signal dissuasif. En stoppant la progression dès les premières interceptions, l'État empêche la dissémination et gagne du temps pour comprendre la méthode. L'essentiel tient en peu de mots. Voir tôt change tout. Ce gain de temps conditionne la suite de l'enquête et prépare la décision politique suivie à distance par Ibrahim Traoré, qui comprend que l'enjeu n'est plus local, mais systémique. Le basculement commence avec l'immobilisation du premier camion. Avant, la route est une routine nocturne, faite d'horaires creux et de contrôles espacés. Après, chaque minute devient une décision. Sous les sacs de farine et les caisses de lait, les armes apparaissent, soigneusement emballées, identiques dans leur organisation. Ce contraste déclenche l'alerte réelle. Il ne s'agit pas d'un chargement improvisé, mais d'un dispositif pensé pour se fondre dans l'ordinaire. L'activation est silencieuse mais irréversible. Les équipes comprennent qu'elles ne font plus face à un cas isolé, mais à un schéma. La montée en intensité est rapide. Un deuxième camion est arrêté, puis un troisième. À chaque interception, la même signature se répète. Les chauffeurs ignorent l'ensemble du plan, n'ont reçu que des consignes fragmentées, souvent mémorisées plutôt qu'écrites. Les itinéraires, différents au départ, convergent sans jamais se croiser ouvertement. Cette convergence graduelle construit une image claire. La dispersion initiale protège le réseau. La synchronisation finale le rend efficace. Plus les contrôles avancent, plus la carte de l'opération se précise. Des routes secondaires reviennent, des points de regroupement discrets apparaissent, des références codées sont retrouvées sur des téléphones. Chaque nouveau camion enrichit la compréhension globale. Le point culminant survient avec la révélation du créneau garanti. Plusieurs conducteurs évoquent séparément une même fenêtre horaire. Entre 3h45 et 4h20, la route devait être libre. Avant, le soupçon portait sur l'itinéraire. Après, il porte sur le temps. Cette précision change tout. Choisir une route relève de la géographie. Garantir un moment relève de l'information. À ce stade, l'hypothèse d'un trafic opportuniste s'effondre. La coordination est trop fine pour être fortuite. La montée devient un sommet d'analytique. La menace n'est pas seulement matérielle, elle est temporelle. Les répliques se manifestent presque immédiatement. Le nombre de véhicules interceptés augmente, passant de 3 à 5, puis à 10. L'affaire quitte le strict cadre opérationnel et remonte vers le politique. La question n'est plus seulement de saisir des armes, mais de comprendre ce que cette saisie révèle. Si un réseau peut faire converger des dizaines de camions sans alerter les radars, il peut reproduire la méthode ailleurs, avec d'autres marchandises et d'autres objectifs. L'incident devient un test de résilience. Informé en temps réel, Ibrahim Traoré suit la séquence comme un enchaînement stratégique. Chaque arrêt confirme que le danger ne réside pas uniquement dans le contenu des caisses, mais dans la logique qui les a mises en mouvement. Le convoi agit comme un révélateur. Il montre comment une attaque peut progresser sans violence apparente par la seule maîtrise des flux. La nuit avance, mais une certitude s'impose. Ce qui se joue n'est pas accidentel, c'est la phase visible d'un plan conçu pour mesurer la vigilance de l'État. La phase de retombée commence alors. Avant cette nuit, les interceptions restaient fragmentées, traitées comme des affaires isolées. Après, l'enquête change d'échelle. L'écart ne tient pas seulement à ce qui est saisi, mais à la manière dont tout a été organisé pour ne pas être vu. La séquence complète, de l'activation aux répliques, transforme un contrôle en révélateur de méthode. Et cette méthode, désormais identifiée, pèsera sur toutes les décisions à venir. La compréhension de l'affaire bascule lorsque l'enquête s'appuie sur trois mesures simples mais structurantes. La première est le volume, 57 camions. Pris isolément, un véhicule peut passer pour une anomalie locale. Pris ensemble, ce nombre décrit une architecture. Il impose des points de départ multiples, des itinéraires compatibles et une discipline d'exécution. Un tel volume ne relève pas de l'opportunisme. Il suppose une préparation et une confiance dans la capacité du dispositif à rester invisible. La quantité devient ici un langage. Elle dit que le réseau parie sur la normalité apparente pour masquer l'exception. La deuxième mesure est la valeur annoncée, estimée à 700 millions de dollars. Ce chiffre n'est pas qu'une addition comptable, il décrit une profondeur d'intention.
Une cargaison de cette ampleur ne se finance pas par à-coups. Elle implique des circuits, des décideurs et une tolérance au risque calculé. Plus l'investissement et l'artisanat est lourd, plus l'objectif est structurel. Dans l'analyse, cette valeur déplace l'affaire d'un registre criminel vers un registre politique. On ne parle plus d'une marge illicite, mais d'un engagement financier destiné à produire des effets durables. En 10 mots, la lecture est claire. Le capital engagé signale une stratégie, pas un hasard. La troisième mesure est temporelle. La fenêtre 3, H45 4 H 20. Un itinéraire peut se deviner, une temporalité se contrôle. Cette précision prouve une maîtrise fine du terrain et des rythmes de surveillance. Elle suggère un accès à l'information, une capacité d'anticipation, ou les deux. Choisir un moment réduit le rôle du hasard à presque rien. Pour les enquêteurs, cette donnée transforme la sécurité en problème de synchronisation. Les barrières et les postes comptent toujours, mais ils deviennent secondaires face à la capacité d'un réseau à savoir quand passer. Ces trois métriques, prises ensemble, structurent en la preuve. Le volume décrit l'architecture, la valeur décrit l'intention, la fenêtre décrit le contrôle. Leur combinaison invalide les lectures minimisantes. Un trafic classique cherche l'efficacité et la discrétion, donc évite les volumes susceptibles d'attirer l'attention. Ici, le volume est assumé, comme si l'objectif était aussi de mesurer ce que l'État voit, ce qu'il relie et à quelle vitesse. Le dispositif semble calibré pour tester les radars institutionnels. L'analyse progresse alors par comparaison. Avant, les saisies frontalières concernaient des flux fragmentés, rarement synchronisés. Après, l'affaire révèle une méthode capable de mimer une routine logistique ordinaire. Le delta est donné. Ce n'est pas seulement combien a été saisi, mais comment cela a circulé sans alerter. Cette différence explique pourquoi l'enquête quitte la simple addition d'indices pour devenir une reconstruction de système. Relier les trajets convergents, croiser les traces financières, comparer les origines des armes devient prioritaire. Dans ce cadrage, la décision politique est décisive. Informé en continu, Ibrahim Traoré exige que la preuve soit robuste, pas seulement spectaculaire. Numéro vérifié, audition croisée, cohérence des horaires, chaque métrique doit tenir seule et ensemble. La solidité du dossier ne repose pas sur l'émotion d'une nuit, mais sur la capacité à démontrer, point par point, qu'un plan existait et qu'il visait à tester puis contourner l'État. La conclusion intermédiaire est concise. Quand les chiffres s'alignent, la méthode apparaît. Deux lectures concurrentes émergent lorsque l'affaire devient publique. La première, portée par certains observateurs internationaux, minimise la portée stratégique de l'opération. Selon cette thèse, il s'agirait avant tout d'un trafic d'armes classique, amplifié par une mise en scène politique. Le Sahel étant une zone de circulation connue pour les flux illicites, l'interception d'un convoi, même massif, ne serait qu'une variation quantitative d'un phénomène ancien. Dans cette optique, l'État aurait intérêt à dramatiser l'événement pour renforcer son autorité, justifier un durcissement sécuritaire ou consolider une légitimité interne fragilisée. L'argument est cohérent. Il s'appuie sur l'historique régional et sur des précédents documentés. La seconde thèse se veut plus technique et moins politique. Elle reconnaît l'ampleur de la saisie, mais l'attribue à des réseaux criminels transnationaux sans intention géopolitique directe. Le raisonnement est pragmatique. Des groupes organisés, attirés par la demande régionale, auraient utilisé des méthodes logistiques avancées pour faire transiter une cargaison exceptionnelle. La synchronisation des itinéraires et la fragmentation des consignes seraient alors des techniques éprouvées du grand banditisme, non les signes d'un test étatique. Parler d'ingérence reviendrait, selon cette lecture, à surinterpréter des pratiques sophistiquées mais essentiellement mercantiles. Ces deux positions présentent une logique interne solide. Pourtant, elles se heurtent à des éléments concrets du dossier. D'abord, le volume, aligné 57 camions, augmente mécaniquement le risque de détection. Un réseau criminel cherchant la discrétion privilégie des flux plus petits et répétés. Ensuite, la temporalité garantie. La fenêtre 3 H45 4 H20 implique une maîtrise des rythmes de contrôle, pas seulement des routes. Enfin, la convergence depuis des points distincts dépasse l'optimisation classique. Elle indique une orchestration destinée à mesurer la réaction institutionnelle. C'est sur cette combinaison que l'analyse officielle tranche, en considérant l'ensemble des indices, logistiques, financiers et temporels. L'État mais choisit de traiter l'affaire comme un test de résilience,
et non comme un simple délit transfrontalier. Cette décision oriente l'enquête vers la reconstruction d'un système plutôt que vers la recherche de coupables isolés. On touche ici à une limite claire. Lorsque la méthode devient un message, le crime cesse d'être seulement criminel. Cette lecture, suivie au niveau politique, prépare le terrain des décisions à venir et explique pourquoi l'affaire ne se referme pas sur une saisie, mais s'ouvre sur une doctrine. Cette phrase courte résume le déplacement de perspective opéré au cœur de l'enquête. Jusqu'ici, le convoi pouvait encore être lu comme une fin en soi, spectaculaire par son volume et sa valeur. À mi-parcours, il devient autre chose. Un test grandeur nature, conçu pour vérifier ce que l'État voit, ce qu'il relie et le temps qu'il met à comprendre. Les trajets convergents, la fragmentation des consignes et la fenêtre horaire garantie cessent d'être des anomalies isolées. Ensemble, ils dessinent une méthode reproductible. Le révélateur n'est pas une découverte soudaine, mais une compréhension cumulative. Les éléments pris séparément restent ambigus. Assemblés, ils décrivent une architecture mobile. Ce qui a été observé peut être déplacé vers d'autres frontières, d'autres marchandises, d'autres contextes. La menace n'est donc plus locale. Elle est scalable. Le convoi devient un prototype opérationnel, pas un aboutissement. À ce point charnière, le choix stratégique est clair. Plutôt que de refermer l'affaire sur une saisie, l'État décide d'exposer la mécanique. Rendre visible l'invisible devient un outil. En nommant les liens et en ordonnant les preuves, il retire au réseau son principal avantage, le secret. Cette décision, suivie par Ibrahim Traoré, marque un basculement doctrinal. Comprendre vaut désormais autant qu'intercepter, parce que la souveraineté se joue dans la capacité à dévoiler les méthodes, pas seulement à bloquer des flux. Les effets de l'opération se lisent différemment selon les acteurs touchés, mais tous convergent vers une même réalité. La méthode révélée modifie l'équilibre. Pour l'État, d'abord, l'impact est institutionnel. La saisie ne renforce pas seulement un bilan sécuritaire, elle reconfigure la manière de penser la frontière. Avant, la vigilance reposait sur des points fixes et des volumes suspects. Après, elle intègre le temps, la synchronisation et la lecture croisée des flux. Cette translation oblige à revoir les procédures, à connecter les informations dispersées et à réduire le délai entre signal faible et décision. Le gain est stratégique, mieux voir plus tôt. La contrainte est lourde. Maintenir cette capacité dans la durée. Suivie au sommet, cette inflexion engage la responsabilité politique d'Ibrahim Traoré, car elle redéfinit ce que signifie contrôler sans multiplier les barrages. Pour les entreprises et les opérateurs logistiques, ensuite, la conséquence est plus ambivalente. La révélation d'une infiltration possible sous couverture humanitaire ou commerciale impose un durcissement des contrôles. Les chaînes d'approvisionnement légitimes et se retrouvent sommées de prouver leur normalité. À court terme, cela ralentit, augmente les coûts et crée de la friction. À moyen terme, cela force une clarification des pratiques et une traçabilité accrue. La méthode adverse transforme la routine en risque, la réponse transforme la conformité en exigence centrale. Pour les citoyens, l'effet est surtout perceptif. L'affaire modifie la représentation de la menace. Elle n'apparaît plus comme un choc soudain, mais comme une progression silencieuse au cœur du quotidien. Cette prise de conscience a deux faces. D'un côté, elle alimente l'inquiétude. Si une attaque peut avancer sans violence, où commence la sécurité? De l'autre, elle renforce la vigilance collective. Les comportements ordinaires, les anomalies discrètes, les horaires inhabituels deviennent des signaux. La sécurité cesse d'être uniquement verticale, elle devient partagée. Enfin, pour la région, l'onde de choc est géopolitique. Les pays voisins comprennent que la méthode observée n'est pas spécifique à une frontière. Elle peut être déplacée, copiée, adaptée. La conséquence immédiate est un renforcement des échanges d'informations et une attention accrue portée aux synchronisations transfrontalières. À plus long terme, l'affaire sert de référence. Elle montre qu'une interception n'est pleinement utile que si elle débouche sur une compréhension de système. Le Burkina Faso devient ainsi un cas d'école, non par la quantité saisie, mais par la lecture qu'il impose. Ces quatre niveaux produisent un même enseignement. La saisie n'a pas seulement empêché une dissémination d'armes, elle a déplacé les critères de vigilance. Le bénéfice de cette séquence devient évident. Rendre la méthode visible change les comportements, les procédures et les alliances. La sécurité n'est plus seulement une ligne à tenir, mais un rythme à maîtriser. Ce déplacement prépare les choix à venir, car il oblige chaque acteur à se demander non pas seulement quoi bloquer, mais
Comment anticiper? À partir de la méthode mise au jour, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne prédisent pas l'avenir. Elles organisent l'incertitude autour de conditions observables. Dans un premier scénario, celui qui paraît le plus probable, la vigilance accrue se stabilise. Les procédures intègrent mieux la lecture temporelle et la coordination interservices progresse sans rupture majeure. Les contrôles restent ciblés, la pression opérationnelle demeure soutenable et l'effet dissuasif persiste tant que l'attention est maintenue. Le risque principal tient à l'érosion. Avec le temps, les routines reviennent, les signaux faibles perdent de leur saillance et la méthode adverse cherche de nouveaux angles. Dans ce scénario, l'équilibre dépend d'un facteur clé, la capacité à transformer l'exception en standard, sans saturer les équipes ni figer les flux légitimes. Dans un deuxième scénario, plus favorable, la révélation agit comme un catalyseur régional. Les échanges d'informations s'intensifient, les comparaisons de rythmes et de créneaux deviennent systématiques, et des alertes croisées se mettent en place. La méthode révélée perd de son efficacité à mesure qu'elle est anticipée. Les opérateurs légitimes s'adaptent, la traçabilité s'améliore, et la coopération réduit les angles morts transfrontaliers. L'effet cumulatif est vertueux. Chaque tentative détectée renforce la capacité collective à lire les synchronisations. La condition de réussite est claire. Investir dans la continuité analytique plutôt que dans des réponses ponctuelles. Dans un troisième scénario, plus difficile, la méthode se déplace plus vite que l'adaptation. Les réseaux testent d'autres fenêtres, d'autres couvertures, d'autres routes. La pression politique et sociale augmente à mesure que les frictions logistiques s'accumulent. Des tensions apparaissent entre impératifs de sécurité et fluidité économique. Le risque n'est pas l'échec d'un contrôle, mais la fatigue systémique. Trop de faux positifs, trop de coûts, une confiance qui s'érode. Dans ce cas, la méthode révélée n'est pas neutralisée, elle est contournée. Ces scénarios partagent un même levier de décision. Si l'analyse des rythmes et des convergences devient continue, alors la méthode perd son avantage. Si elle reste événementielle, alors l'adversaire conserve l'initiative. La recommandation de fond tient en une ligne. Traiter le temps comme un espace de sécurité à part entière. Ce choix n'est ni spectaculaire ni immédiat, mais il conditionne la trajectoire la plus robuste. À ce stade, la méthode révélée cesse d'être abstraite. Elle touche des groupes concrets, avec des effets différents mais convergents. Pour les citoyens ordinaires, l'impact tient à un déplacement du regard. La menace n'est plus seulement associée à des scènes de violence visibles, mais à des anomalies discrètes dans le quotidien, des horaires inhabituels, des convois trop réguliers, des routines qui semblent trop bien huilées. Cette prise de conscience n'exige pas une expertise sécuritaire. Elle demande une attention partagée. Voir n'est pas surveiller, c'est remarquer ce qui détonne dans le normal. Le premier levier est donc cognitif. Apprendre à identifier des signaux faibles sans sombrer dans la suspicion permanente. Pour les acteurs économiques locaux, commerçants, transporteurs ou intermédiaires, l'effet est plus ambivalent. D'un côté, les contrôles renforcés peuvent ralentir l'activité et accroître les coûts. De l'autre, la clarification des flux protège les chaînes légitimes contre l'instrumentalisation. La méthode adverse transforme la routine en camouflage. La réponse collective transforme la traçabilité en protection. Une action simple consiste à documenter mieux les parcours et à signaler tôt les incohérences, non par contrainte, mais par intérêt partagé. Pour les jeunes et les communautés locales, enfin, l'enjeu est civique. La souveraineté ne se joue pas seulement dans des décisions lointaines, mais dans des comportements quotidiens. La compréhension de la méthode montre que chacun occupe une position dans la chaîne d'alerte. Une information transmise à temps vaut parfois plus qu'une intervention tardive. L'engagement n'est pas spectaculaire, il est cumulatif. Deux gestes concrets suffisent à ancrer cette lecture. D'abord, poser une question simple face à une situation inhabituelle. Est-ce cohérent avec l'usage habituel? Ensuite, transmettre l'observation par les canaux prévus, sans interprétation excessive. Ces actions modestes réduisent l'espace de manœuvre des méthodes invisibles. Le pont avec le lecteur est clair. La sécurité n'est pas un domaine réservé. Elle est un rythme collectif. Lorsque chacun comprend comment une menace progresse sans bruit, la prévention cesse d'être abstraite. Elle devient une pratique ordinaire, discrète mais décisive qui prépare le terrain des choix institutionnels à venir. La compréhension de la méthode impose une réponse structurée, lisible et mesurable.
Une feuille de route en 4 mouvements se dessine, non pour multiplier les dispositifs, mais pour aligner les acteurs et le temps. D'abord, il faut détecter plus tôt. Il s'agit d'intégrer l'analyse des rythmes aux contrôles existants. Concrètement, cela signifie croiser horaire, volume et itinéraire pour repérer des convergences anormales. L'objectif n'est pas d'arrêter plus, mais d'identifier mieux. L'indicateur de succès est simple: réduire le délai entre le premier signal faible et la décision d'intervention. Ensuite, il faut relier les informations. Les indices dispersés n'ont de valeur que s'ils sont mis en relation. Cela suppose des circuits de partage clairs entre terrain, enquête et décision. Qui collecte quoi, quand et avec quel seuil d'alerte. La mesure ici n'est pas le nombre de rapports, mais la cohérence des reconstructions produites. Une méthode invisible se combat par une lecture transversale. Puis, il faut sécuriser sans étouffer. La réponse doit protéger les flux légitimes. Cela passe par des procédures de traçabilité proportionnées et par un dialogue constant avec les opérateurs économiques. Le critère d'évaluation est l'équilibre, maintenir la fluidité tout en réduisant les angles morts. La sécurité durable est celle qui n'épuise pas ses propres bases. Enfin, il faut rendre visible la méthode. Exposer les schémas, nommer les logiques, expliquer les choix. Cette transparence contrôlée retire à l'adversaire son avantage principal. Elle transforme chaque tentative en apprentissage collectif. Suivie au sommet, cette orientation engage la responsabilité politique d'Ibrahim Traoré, car elle fait de la compréhension un outil de souveraineté. Ces axes répondent à la boucle ouverte plus tôt: comment anticiper sans surréagir. La réponse tient dans la mesure. Qui fait quoi, à quel moment, et comment vérifier que cela fonctionne. Si la méthode est reproductible, la réponse doit l'être aussi. La feuille de route n'est pas une fin, elle est un cadre pour durer. L'image qui reste n'est pas celle des caisses ouvertes, ni des chiffres alignés, mais celle d'un geste simple sur le terrain. Musa Caboret, face à une route redevenue silencieuse, comprend que la victoire ne tient pas à l'interception elle-même, mais à ce qu'elle a rendu visible. Le convoi n'a pas seulement été arrêté, il a été compris. Cette compréhension transforme un épisode nocturne en repère durable. Le motif revient alors avec force. Ce qui paraissait ordinaire cachait une architecture. Ce qui semblait routinier portait une intention. En dévoilant la méthode, l'État inverse le rapport de force. La menace perd son opacité, et avec elle, son avantage principal. Ce basculement n'est pas spectaculaire, mais il est décisif car il agit avant la violence. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un héros d'instant, mais comme le garant d'une lecture dans la durée. La souveraineté ne se joue pas seulement dans la réaction, mais dans la capacité à apprendre plus vite que l'adversaire. Le rappel est clair: voir tôt, relier juste, expliquer sans bruit. La phrase "ce n'était qu'un module" prend alors tout son sens. Elle rappelle que chaque méthode peut être reproduite, mais aussi neutralisée, si elle est comprise à temps. L'émotion finale ne vient pas de la peur, mais de la lucidité partagée. Quand une nation apprend à lire l'invisible, elle se donne une chance réelle de durer. L'histoire racontée ici ne se referme pas avec une saisie ni avec une conclusion définitive. Elle ouvre un espace de réflexion collective. La méthode révélée pose une question simple mais exigeante. Que faisons-nous individuellement et collectivement de ce que nous avons appris? La sécurité ne progresse pas seulement par des décisions centrales, mais par une compréhension partagée des mécanismes invisibles qui traversent le quotidien. À ce stade, l'enjeu n'est pas d'adhérer à un discours, mais d'entretenir une vigilance éclairée. Discuter des rythmes, des flux, des signaux faibles, c'est déjà réduire leur pouvoir de surprise. L'échange public, lorsqu'il reste informé et mesuré, devient un prolongement de la prévention. Il transforme l'événement en savoir utile. Cette dynamique dépasse un pays et un moment. Elle interroge la manière dont les sociétés lisent ce qui se cache derrière la normalité. Dans un contexte régional mouvant, la capacité à nommer les méthodes compte autant que les moyens matériels. C'est aussi à ce niveau que se joue la crédibilité d'une trajectoire politique suivie aujourd'hui par Ibrahim Traoré. La question finale reste volontairement ouverte. Comment une communauté peut-elle mieux apprendre à voir sans soupçonner, à protéger sans bloquer, à anticiper sans s'épuiser? Vos réponses, vos échanges et vos analyses prolongent que ce récit. C'est dans ce dialogue civique, calme et exigeant, que la souveraineté cesse d'être un mot pour devenir une pratique.